Et sur ce plateau avec moi pour commenter Bilembo, premier numéro du plateau Bilembo, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Steve Mpiana à mon extrême droite. Il est coordonnateur du PDL 145 territoires au sein de BSECO, qui est le bureau de coordination. Monsieur Mpiana, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Ok, merci beaucoup. À mon extrême gauche, Lichani Shukrani, il est le coordonnateur de Bilembo. C'est donc lui qui a parcouru province par province, bravant toutes les conditions difficiles que vous connaissez en République démocratique du Congo afin de nous ramener à la surface les traces de Bilembo laissées par Félix Tshisekedi durant son premier quinquennat. Monsieur Lichani, bonjour, bonsoir. Bonsoir madame, merci. Vous êtes aussi un journaliste. On va dire journaliste en pause. Je vous le concède. Et à l'extrême gauche, Anissé Yomboranyama, l'homme du verbe aujourd'hui, qui se présente comme communicateur de la République. Vous êtes de la patrie, République. Vous êtes aussi un ancien journaliste, professeur, etc. Mais ici, c'est sous votre casquette d'analyste et communicateur de la patrie que nous vous recevons. Monsieur Yomboranyama, bonsoir. Bonsoir madame. D'où vous est venue l'idée de communiquer pour la patrie? Pourquoi maintenant? Je pense que notre pays, comme d'autres pays à travers le monde, a subi les chocs. La République démocratique du Congo particulièrement, ça c'est la bonne nouvelle que je donne parce que les notions économiques vont nous permettre de comprendre à travers cette émission que nous avons été très résilients. Résilients parce que nous avons un président de la République, je dois aller droit au but, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a peaufiné des stratégies efficaces qui ont permis à notre pays de résister aux chocs exogènes pour démontrer que nous faisons partie des pays sérieux aujourd'hui, des pays crédibles. La France aujourd'hui a vu son PIB chuter. Je prends l'Afrique du Sud dont la croissance aujourd'hui a des problèmes. Je vais citer un autre pays le plus important, la Chine, dont la croissance est aussi en baisse. Ça, c'est des informations en fait. Les faits sont là, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Mais la République démocratique du Congo, un pays entre guillemets fragile, ça c'est capital, c'est même la fondation d'un pays que le candidat Tshisekedi est en train de bâtir. La République démocratique du Congo, résiliente face à ces deux chocs, mais ça n'a pas été facile. Je suis un homme persuadé, donc je viens communiquer ici. Je suis un homme qui communique avec conviction. Et Madame Rachel, la République démocratique du Congo va décoller et comme je l'ai dit, elle sera placée sur la trajectoire des pays émergents grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je l'ai dit avec beaucoup de conviction et je suis alors convaincu que tous les Congolais, tous alors, sans exception, vont voter le numéro 20. Nous sommes en pleine campagne et je crois que les réalisations seront étalées ici. Nous ferons des commentaires là-dessus. Merci beaucoup Anissé Yomboranyama, Lichani Shukrani, coordonnateur de Bilembo. Vous êtes à la tête d'une grande équipe qui compose donc la cellule de Bilembo, l'équipe de Bilembo, je voulais dire. Est-ce que ça a été facile pour vous de rejoindre les 12 provinces, puisque à ce jour, il me semble, vous avez déjà fait 12 provinces pour aller chercher les traces des actions positives de Félix Tshisekedi? Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, vous, ainsi que votre équipe? Quand on vient de ces provinces, effectivement, ça te transforme. Ça te transforme pour la simple raison que quand on est à Kinshasa, on ne s'imagine jamais que le Congo peut être comme ça. Et donc quand on débarque dans le Congo profond, on va des Zongo jusqu'à Kasumbalesa, on se rend compte d'une chose, c'est que notre pays, en dehors de Kinshasa, il n'existe absolument plus rien. Il n'existe absolument plus rien et nous sommes, quand on va en province, on dirait qu'ils sont dans les années 1930, ainsi de suite. Quand vous allez dans le nord Ubangui, qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites 100 km pour arriver à Yakoma ou à Kotakoli. D'abord à Kotakoli, là ça va, et quand vous faites 100 km des Kotakoli à Yakoma, vous en faites 14 heures. 14 heures de route, madame, et
vous imaginez pas comment on peut voir les choses quand on est là-bas. Et donc, c'était très difficile. Et quand on est déformé, journaliste un peu comme moi, quand on est déformé, grand critique, on y va avec un scepticisme béant en se disant, bon, peut-être que regarder l'état de la route, on ne s'imagine pas que les gens et puis aller jusque là-bas pour construire. Déjà en route, on commence à dire, bon, ces gens, ce sont des aventuriers, ils n'ont peut-être rien fait, et voilà, maintenant. Et là où on est un peu très content, c'est que quand on arrive enfin, et c'est là qu'il y a une sorte de révolte aujourd'hui qui font de nous parfois des partisans, parce qu'on voit des choses, on a comme l'impression que le Congo a commencé à naître en 2019, et c'est très choquant. On voit des choses, on voit des bâtiments en matériaux durables entourés des bâtiments de chaume, des huttes, des choses comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que quelqu'un est venu, il a placé une maison au milieu de village. On se rend finalement compte qu'on a rencontré le vrai Congo et que le vrai Congo va dans une direction que ceux d'ici, ceux d'entre nous ne connaissent vraiment pas. Et donc, pour répondre, c'était très dur, mais on a pu le faire. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est effectivement la raison pour laquelle ça a été dur, parce que personne ne l'a fait avant, c'est que c'était quasiment en fait impossible à faire. Je me retourne vers M. Piana, Steve. Le BSECO, quelle est la relation entre BSECO et PEDEL 145 territoires? Juste un petit rappel pour ceux qui suivent l'émission pour la première fois et qui ne comprennent pas très bien comment le BSECO atterrit dans ce programme de 145 territoires. Nous sommes une agence d'exécution de projets. À la genèse, le BSECO a été créé en 2001. C'est une agence créée lorsque les institutions de Bretton Woods ont réitéré le besoin de faire encore de la coopération avec la RDC, comme vous le savez très bien, dans les années 97, n'est-ce pas, avec la venue de l'AFDEL, il y avait eu rupture de la coopération. Et à la reprise de la coopération, donc, les institutions de Bretton Woods, pour mettre en œuvre des projets d'urgence en RDC, ont dû demander au gouvernement de créer le BSECO. C'est ainsi que le BSECO est né en 2001 et a fait son bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui en 2023. Alors, pour répondre directement à la question, comment le BSECO arrive dans le cadre du PEDEL, dans la stratégie du gouvernement, après avoir identifié, après avoir élaboré et formulé le programme PEDEL, le gouvernement a voulu vite comment mettre en œuvre le programme avec la complexité qu'il présentait. Je crois que M. Litsani vous a parlé tout à l'heure de la complexité du pays en termes d'accessibilité, en termes d'approvisionnement des sites, ainsi de suite. Alors il fallait trouver des agences qui avaient l'expérience de la mise en œuvre des projets, de l'expérience engrangée depuis plusieurs années. C'est ainsi que le BSECO se retrouve avec deux autres agences sœurs, qui sont le PNUD ainsi que la CEFF, qu'on se retrouve en train d'être choisis par le gouvernement afin de mettre en œuvre ce programme. Voilà. Je reviens aux images, Monsieur Choukran Litsani. Nous allons d'abord suivre ces images que vous nous avez ramenées du Grand Kasaï, mais précisément de deux provinces, le Kasaï oriental et le Kasaï, les deux provinces qui renaissent de leurs cendres. Alors on va vous laisser suivre ces images de deux provinces de l'espace Grand Kasaï, puis on va commenter bien après. Village Tchibila, territoire Katanda, province du Kasaï oriental. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Tchibila Chitolo depuis plusieurs années. Ce bâtiment a été construit en 1986, alors c'était inachevé. On devrait nous construire 6 salles, mais on a construit 3 salles, inachevées même. Bana betu balonga mundu tatulu abonyi ni musufransa wabundu basomba mubulaba balonga mwina bakwa balonga mumalala bakwa bakasoma mumangeyo mumo. Les enfants étudiaient dans de mauvaises conditions. Par terre même, il n'y avait pas de bancs. Alors on s'est débrouillé pour voir même des bambous pour construire des bancs. Tulungile mutulas tubi mais tu somba mubulaba. Katu ibaba se biaji somba tu. On demandait aux enfants d'amener le fil Erafia chez eux et quand ils venaient le samedi,
Samedi était prévu une journée de travail manuel. C'est là où maintenant on commence à fabriquer ces bancs-là. L'enseignant, il ravait même la chaise de l'enfant qui amène la chaise chez lui, mais arrivé ici, l'enseignant a l'obligation de demander la chaise à l'enfant. Et l'enfant va rester sur terre. Même la façon même d'écrire. L'enfant écrivait position accroupie, position donc courbée, vous voyez, il a même la déformation du corps humain. Alors si l'enfant n'étudie pas bien, s'il ne s'assied pas bien, il va être donc déformé. C'est ça les conditions. Les conditions étaient très mauvaises. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Tshibila Tshitolo grâce à l'implication de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. C'est vraiment un cadeau qu'il a fait à la population et ces projets touchent vraiment la population qui est oubliée, ça fait beaucoup de temps. On a construit une école de 6 salles de classe que vous voyez là, on peut visiter aussi. Ça c'est une salle de classe de 20 bancs, donc si on fait x2, ça peut contenir 40 élèves. Les projets composés de 2 bâtiments pédagogiques, un bâtiment qui contient la salle polyvalente et puis un autre bâtiment qui contient le bureau. L'électricité, comme vous voyez là, on a installé des panneaux qui est d'une capacité de 5 kW et on a proposé faire mieux, on a posé des équipements qui peuvent produire assez d'électricité pour la population ici. Pour l'instant, nous avons récolté les eaux de pluie. Nous allons mettre dans des citernes qui sont là. Et ces citernes vont servir en première vue pour les toilettes qui sont à l'intérieur, les installations sanitaires. On a placé dans le bâtiment ici qui est là, on a placé, il y a deux box de toilettes. Et puis il y a là-bas à côté, vous pouvez voir aussi. Voici ce que les habitants du village en pensent. tumusakijila bikola bwa chenzerishi dimutwenzere chika chamujitunge mkutu banyu mwana tulasa butoto etuto konsu kututubakole ku ni ba president bino bonsu batubanga tako bu pouvoir wa bu president umusoko wetu chitumoni kumona batwenzera ku kintu cyabune kiji batwenzera kumegulelu tujitusakijila nchilombo muje mutwele bibas byatetu sombas. Toujours dans les mêmes villages, territoires et secteurs, voici à quoi ressemblait le centre de santé Tshibila Tshitolo depuis plusieurs années. Le centre wakala, usun stopikol, kamubi, babeji balala mubulaba, kakui malalu. Papa wani wakala tubani rutatu waboni. Nangu wakushima katui doktere mnemwanye, muntu mwene kaka wabahanda bwani. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le centre de santé Tshibila Tshitolo grâce au travail de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. En fait, le projet était composé de 3 bâtiments et puis il y a d'autres ouvrages connexes. On a les bâtiments principaux qui logent principalement la salle d'accouchement, il y a la réception. Il y a différents compartiments à l'intérieur ou les salles d'hospitalisation. Il y a d'autres salles à l'intérieur qui composent vraiment un centre de santé complet. Et derrière, nous avons les latrines ainsi que les ouvrages connexes. Nous avons l'incinérateur, la fosse à cendres, et une fosse ordure et une fosse à placenta. Il y a un petit dépôt qui est là où nous avons mis aussi nos panneaux et les batteries pour l'électrification du centre. Voici ce que les habitants du village en pensent. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup à la réalisation des très belles images. Lichani Shukran, c'est une équipe, on va dire professionnelle. Ce sont des Congolais qui ont réalisé ces images, j'imagine.
Bien évidemment, 100% congolais, mais surtout une bande d'aventuriers, je pourrais dire, parce que aller là-bas, il fallait à un certain moment, entre guillemets, être fou. On va dans une aventure où vous ne savez pas où vous allez, et il y a des moments où on va, on ne sait pas où on va dormir, mais on y va parce qu'on est d'abord animé par la passion de bien faire les choses, mais surtout les challenges, parce que ces genres de choses sont faites souvent par des équipes qu'on ramène de l'extérieur. On se dit que non, il faut rappeler entre guillemets de blancs, des Européens, ainsi de suite pour faire ça. Et nous, on s'est dit finalement, qui va raconter l'histoire de ces pays si ce ne sont pas ses propres enfants en fait qui le font. Alors vous nous ramenez des images du Kasaï, du grand Kasaï, des routes. Qu'est-ce qui est fait concrètement que vous avez ramené pour que l'opinion congolaise puisse se faire une idée de ce que pose comme action pour le développement du Grand Kasaï? On a vu des routes, mais est-ce que c'est suffisant, ces routes que vous avez vues, vous, de vos propres yeux? Cette question est très capitale parce que quand on est dans l'entendement des Kinshasa, on demande tout de suite la quantité. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est suffisant? Mais le problème, il faut contextualiser d'abord l'intérieur du pays. Parce que là où nous allons dans des coins où vous sortez, vous faites 10 km, il n'y a plus de route. Et pour faire par exemple 20 km de route, vous faites ça en 4 heures. Vous voyez, nous 20 km ici, c'est un peu comme si vous quittez ici jusqu'à Njili. Vous ne pouvez pas faire 4 heures à moins qu'il y ait des embouteillages. Maintenant, quand on va là-bas, on trouve une volonté plutôt, d'abord. Parce que les Kasaï, quand on débarque, c'est quoi le Kasaï? C'est tout de suite, on se rend compte qu'en fait, on trouve un peuple ou un coin quasiment, on peut dire, on peut vous l'avouer, puni. C'est comme si pendant des décennies, l'État n'était pas là. On trouve une ville, par exemple, de Mbuji-Mayi, décimée par les érosions. Vous imaginez, il y a un papa qui a vécu, notamment à Mbuji-Mayi, qui a vu des érosions pendant 4 générations. Je parle de 40 ans. Quelqu'un qui se lève à côté, et il voit sa maison venir, disons l'érosion venir vers sa maison. Pendant 40 ans, personne n'ose faire quoi que ce soit. Et puis, il se lève un matin, il voit des tracteurs débarquer, commencer à régler les problèmes de l'érosion. Et aujourd'hui, on parle de l'érosion, la plupart des érosions sont réglées. Vous voyez. Alors, si vous me demandez c'était quoi, c'est peut-être une seule érosion pour le quinoa, mais vous imaginez ce que ça fait pour quelqu'un qui habite là-bas. Donc, grosso modo, en termes de réalisation, c'est d'abord cet élan. Cet élan, il y a une vague, comme la Benka l'a dit, c'est que Mbuji-Mayi est en chantier. Tshikapa est en chantier. On le voit, on le sent. Et on a aussi les apports, notamment structurels, notamment au niveau de l'éducation. Vous avez l'université de Mbuji-Mayi, par exemple, qui est en pleine construction. C'est quasiment, on va dire carrément, la première fois que l'on construise une université dans une ville comme Mbuji-Mayi. Et vous vous imaginez, on a 60 ans d'indépendance. Et en dehors de ça, vous avez la voirie urbaine. On a entendu parler des Tshilé-Gelou ici. Mais quand je débarque, je vois un motard qui m'explique que sa vie est transformée parce que les programmes de Tshilé-Gelou a construit des routes en Mbuji-Mayi et que ça lui permet aujourd'hui de se réorganiser, d'acheter une deuxième et une troisième moto. Et cette personne, moi j'ai été en face d'elle, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans un contexte électoral ou quoi que ce soit, elle te parle sincèrement, elle te montre ses motos. Je me dis quand même, il y a quelque chose. Au-delà de ça, on se demande aussi pourquoi pendant tous ces temps, rien n'était fait. Et en dehors de ça, la dernière chose la plus intéressante qu'on a découverte, et c'est là vraiment, j'ai vraiment adoré l'approche même du chef de l'État, c'est celle d'aller dans des villages. Parce que la centralisation de la pensée aujourd'hui au Congo, on est à Kinshasa, on fait des sauts des moutons, on est content, on se dit que c'est ça les Congos. Mais quand on va en province, qu'est-ce qu'on trouve? Comme je vous ai dit, on trouve des disparités incroyables. Alors nous, qu'est-ce qu'on découvre? On arrive à Tshibila par exemple, on trouve une école en chaume à côté, à gauche, mais à droite, on trouve des bâtiments neufs, 6 salles de classe, avec des panneaux solaires, avec de l'électricité. Et quand vous sortez tout au long, 1 mètre dans les alentours, tout est en chaume. Des huttes, c'est un village, maman. Et ces bâtiments ont été construits en 9 mois, voire même moins. C'est ce qu'on a trouvé. Ça, c'est le programme de PDL 145 qui a fait ça. Justement, Monsieur Steve Piana, le PDL 141 territoire atterrit dans le Grand Kasaï. Vous prenez quel aspect et vous avez déjà fait quoi jusque-là? Je crois que cette émission ici va être pédagogique pour que l'ensemble de notre population en RDC puisse comprendre un peu l'articulation du PDL. Le PDL, c'est, comme Lissani l'a dit tout à l'heure, une initiative du chef de l'État pour réduire les inégalités et redynamiser les économies locales, réduire les inégalités entre le milieu urbain et le milieu rural.
Et le PEDEL va directement à la base parce que selon le président de la République, le développement va commencer à la base. Et les besoins qui ont été exprimés par les populations, ce n'est pas venu de Kinshasa. Le PEDEL est formulé sur base des demandes formulées par les populations locales. Nous n'avons pas un centre de santé, nous n'avons pas une école, alors construisez-nous une école, construisez-nous des centres de santé. C'est dans ce cadre-là que le PEDEL a été formulé avec tous ses besoins et a structuré des interventions. Très bien d'être pédagogique, oui. Mais c'est aussi bon d'être pragmatique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire le tableau des réalisations dans le cadre de PEDEL 145 territoires dans le Grand Kasaï? Dans le Grand Kasaï, oui. De quoi est-ce que le Grand Kasaï a bénéficié de ce province et jusqu'aujourd'hui, quels sont les ouvrages déjà terminés puisque vous évoquez des chiffres, mais sans pour autant en donner les détails. C'est quoi ces détails? Quels sont ces chiffres? D'accord. C'était pour vous poser les bases, mais comme vous voulez bien aller sur les chiffres, allons-y rapidement. Je crois que les documentaires seront encore éloquents en termes d'images. Mais pour ce qui concerne le Kasaï central, par exemple, le Kasaï central, il est prévu pour cette première phase, pour la phase qui concerne les écoles, les centres de santé, ainsi que les bâtiments administratifs. Il y a 57 ouvrages qui sont prévus. Et parmi les 57 ouvrages, il y a déjà 25 terminés. Alors qu'on est en train de faire cette émission, il y a déjà 25 ouvrages qui sont terminés. Dans tout le Grand Kasaï? Non, dans le Kasaï central uniquement. 25. 25 terminés. 11 centres de santé, 14 écoles. Vous pouvez vérifier, c'est des notoriétés publiques. Il y a les noms, les localisations, les villages qui peuvent être mis à disposition et vous allez les trouver. Terminé, et les élèves sont en train d'étudier. Équipement. Oui, les élèves sont en train d'étudier en ce moment même dans ces écoles. Ce sont des réalisations qui sont tangibles, qui sont visibles. Je crois que ceux qui refusent de le voir de leurs propres yeux peuvent aller sur place pour pouvoir voir. Parce qu'à partir de Kinshasa, il est beau de parler, mais ils peuvent descendre sur place et voir que ces écoles existent et que ces centres de santé existent. Du côté bâtiments administratifs, vous en avez déjà... Les bâtiments administratifs sont en cours parce que stratégiquement, le BCECO, dans sa zone, a travaillé avec les ONG ainsi que le PME, donc les petites et moyennes entreprises, parce que nous avons voulu donner du travail aux Congolais. Je crois qu'il a été dit dans d'autres projets qu'on donne souvent des projets, on attribue des projets à des étrangers. Mais dans le cas précis du PEDEL, qui est un élément très important qu'il faut souligner ici, le travail est fait par des entreprises congolaises, recrutées de manière compétitive. Et ces bâtiments administratifs dans ces zones sont construits par des petites et moyennes entreprises. Et les travaux sont en cours. Et Anissé Yomboranyama, pour certains, c'est que PEDEL 145 territoires, c'est du saupoudrage. Ces chiffres sont gonflés puisque personne ne voit de réalisation. Non, madame, je pense que les actions parlent mieux que le verbiage. Et la chose la plus importante ici, c'est qu'à un moment donné, les Congolais pensaient que le président Tshisekedi se comporterait comme les autres présidents. Mais ici, il y a un souci, c'est celui de l'asymétrie informationnelle. Le concept est peut-être difficile, je vais l'expliquer en quelques secondes. L'asymétrie informationnelle, c'est le fait que l'information en termes de réalisation du chef de l'État allait vite du côté de l'élite qui avait quelques informations ou qui a quelques informations, mais le petit peuple était sous-informé. C'est ça l'asymétrie informationnelle. Moi, après avoir regardé cette vidéo, la première que je viens de voir, j'ai des palpitations stomacales, madame. Parce que ce qui est fait n'a jamais été fait dans ce pays. Rappelez-vous que dans ce pays, je ne vais pas citer les acteurs de l'ancien régime, mais on nous vendait des maquettes, l'infographie sur ordinateur. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, mais c'est des réalisations palpables, les bâtiments dont il parle. Mais on sait les toucher, les routes que nous venons de voir là. Qui n'a pas vu? Est-ce que nous mentons? Allez sur le terrain pour vérifier. Et tout ce qu'il vient d'évoquer là, la vidéo qui a été filmée, coordonnée par le brillant journaliste Choukran, mais c'est des choses, des projets qui ont commencé à partir de 2021, d'autres projets c'est en 2022. Et là nous sommes en 2023. Beaucoup de projets que nous évoquons ici n'ont pas commencé pendant que nos amis du FCC étaient là. Mais laissez-moi être un peu plus pragmatique. Regardez le lien que je vais faire pour comprendre que le président Tshisekedi aime ce pays. Nous avons ce que nous appelons sur le plan économique le PIB, ou le PIB, comme on l'appelle aujourd'hui.
Il ne travaille plus pour ça parce qu'il a compris que la croissance économique en termes de PIB ne répond pas à la chose. Mais le président est allé toucher ce que nous appelons l'IDH. L'IDH, c'est quoi? C'est l'indice de développement humain. Parce que les infrastructures qu'il construit répondent à cette exigence. Rappelez-vous, il y a un mois, je crois que c'était au mois d'octobre, sous le leadership du président de la République, le ministère des Finances et celui de l'Agriculture ont lancé un forum sur l'agribusiness. Ce sera à la fois la production, la transformation et la commercialisation. Je prends le volet transformation. C'est de l'industrialisation qui arrive. Et ça, c'est à partir de 2024. Ça, c'est ce qui arrive. Ça, c'est ce qui arrive. On en était au saupoudrage sur les chiffres par rapport aux 145 territoires. Vous les voyez. Les hôpitaux construits, vous les voyez. Les écoles construites, vous les voyez. En 2 ans et demi, ce qui est fait est exceptionnel. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va énerver beaucoup de Congolais. Le détournement aussi est exceptionnel puisque le PDL 145 territoires, c'est aussi le lot, le fléau de détournement. Puisque ça a permis aux uns et aux autres de se remplir les poches. À ce sujet. Le régime, sinon on aurait pu faire mieux, sinon le projet Tshilé-Gelou ne s'arrêtera pas. Des détournements des fonds comme aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, on détournait des milliards. Mais aujourd'hui, avec quelques millions, on dénonce. Le travail qui est fait par l'IGF, c'est un travail de transparence. Dénonciation sans sanction. C'est la bonne gouvernance qui s'instaure aujourd'hui. Mais laissez-moi poursuivre mon idée. Je vous en prie. Dire quelque chose de capital. Je vous en prie. Le président Tshisekedi, je l'ai dit devant la caméra, avec ce qu'il a fait en 2 ans et demi, moi j'ai un discours politique. Et ce discours politique n'est pas un discours de flagornerie, c'est-à-dire de flatterie, non. C'est sur base de ce qui est fait. Pour moi, depuis 1960, l'année d'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, jusqu'à ce jour, je constate que le président Tshisekedi est le président le plus réformateur de la République démocratique du Congo. Le plus performant et le plus pragmatique. J'ajouterai même celui qui a l'amour du Congo. Et il fait tout avec de bonnes intentions. Si les gens m'en veulent, c'est leur affaire. Moi, les choses sont démontrées. Quand M. Choukran est allé filmer, moi je n'étais pas là, mais je constate qu'il y a des choses qui sont faites en Mbuji-Mayi. Donc ça veut dire que ceux qui parlaient de Tshilé-Gelou négativement ont honte. C'est vrai qu'au début, il y avait des problèmes, des douleurs d'enfantement. Mais regardez aujourd'hui ce qui est fait à travers Tshilé-Gelou. Il faut voter le numéro 20. C'est pour ça que nous sommes ici. Voter massivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que 2024, c'est l'année du boom économique. Vous pouvez me croire. Monsieur Choukran, vous avez filmé les routes, vous avez filmé les écoles, vous avez filmé les hôpitaux, mais à côté, vous n'avez pas filmé la pauvreté dans laquelle croupissent la plupart de nos compatriotes dans l'espace Grand Kasaï. Ça, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que nous ne choisissons pas ce que nous voulons filmer. Nous allons à la rencontre des populations. Vous arrivez, par exemple, comme j'ai dit, à Tshibila, la maman du village vous accueille, elle veut vous parler de quelque chose. Et donc, nous, on cherche forcément comment vont les choses ici. Et dès qu'elle vous accueille, elle vous dit, attendez, venez, je vais vous montrer quelque chose. Elle nous amène jusqu'à l'école, elle dit, regardez. Quand on est venu lui demander, comment va votre coin? Qu'est-ce qui est fait? Comment vous vivez? Cette dame n'a pas tout, on est d'accord. Mais dans ce moment-là, son besoin le plus profond, c'était de nous montrer que depuis des décennies, elle n'a pas vu quelque chose comme ça. Et donc, comme je disais au début, la contextualisation quand on va à l'intérieur du pays est très importante. Parce qu'effectivement, si vous allez chercher une tour Eiffel à Tshibila, vous ne la verrez jamais. Mais si vous cherchez effectivement les traces d'un changement, la population va vous la montrer. Et c'est ce que nous avons trouvé là-bas. Il y a des difficultés. Ils n'ont peut-être pas d'électricité, ainsi de suite. Mais quand on a construit une école là-bas, on leur a mis des panneaux solaires. Donc, c'est ce que nous avons fait. Vous débarquez, vous voyez une hutte à côté. Et juste à côté, vous voyez les bâtiments de 6 classes. C'est insolent parce que vous avez l'impression qu'en fait, on a fait un montage Photoshop, mais en direct, où vous voyez l'écart, en fait, les bilembo, comme on a dit. Donc, pour répondre, nous n'avons pas choisi de filmer. En fait, madame, ce que nous sommes allés montrer, c'est ce que le peuple, la population voulait elle-même qu'on filme. Trêve de commentaires pour ceux que nous prenons en cours. Bienvenue au Plateau Bilembo, une émission de campagne qui accompagne la candidature du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Je vous amène maintenant au Lualaba.
visiter avec nous ce qui est fait dans le cadre du PEDEL 145 territoires, mais également du premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC. Je vais vous laisser suivre et puis nous allons commenter juste après. Village Pandamwila, territoire Kapanga, province Lualaba. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Modizo depuis plusieurs années. Avant que le programme ne vienne, on étudiait dans des bicoques. C'est-à-dire la pluie pour nous était un obstacle. On ne pouvait pas étudier. Et des fois, on étudiait sous le soleil. Kasi tubandai komona pasi na mbula tubandai komona pasi na makambo ebele oyo koki kosalela biso bana mabe. Dans l'ancien temps, c'était catastrophique. Personne ne pouvait croire même. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Modizo grâce à l'implication de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Voici ce que les habitants du village en pensent. Nous devons reconnaître l'implication de BESECO qui nous a permis de pouvoir réaliser ces ouvrages. En arrivant ici, nous avons utilisé des matériaux disponibles qui étaient sur les sites. Nous avons utilisé nos intelligences et avec l'appui de la population aussi, nous avons pu réaliser nos ouvrages. C'est la toute première fois qu'un président puisse penser au développement de la brousse comme les mots le précisent. On a 5 présidents et parmi les 5 présidents, seul Fachi qui a songé à développer d'abord le milieu rural. Tout le président wetu moyo merci wabuni wa malumi pa jumu twenzela wa kuibakile bana betu tulas bigadi bele pinje bimpa tulas to blog sima tulasa tuimpa tuibakile ku président wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui continue à manifester sa volonté. Donc cela prouve que c'est un Congolais puissant. Qu'il fasse aussi pour d'autres milliers que ces milliers. Parce que ces milliers a changé à partir de ces bâtiments. Nous ne sommes plus au village, mais nous sommes maintenant en ville. Asante moja tunaanza kukupatiana mwende mmaisi Tshisekedi asema asante sana sana juu amashiko ya makoli iko paka bien. Tshisekedi oye! Oye! Tshisekedi oye! Et vous, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup à la réalisation. Alors, Choukran Lituani, est-ce que tout est dit, tout est montré sur ces images? Impossible. Madame, c'est impossible parce que cette province, c'est l'insolence même de ce que le président Félix Tshisekedi a fait durant ces 5 ans. On voit effectivement que là-bas, il y a d'abord non seulement la volonté du chef de l'État, il y a aussi une forme de continuité. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un frein dans cette province, il n'y avait quasiment rien eu à un certain moment. Et puis on a commencé à s'éveiller avec l'éveil des retours du lithium, du cobalt au premier plan mondial. Et nous avons eu une dame, maman Fifi Masuka, qui est arrivée, qui était vice-gouverneur. Elle, par contre, quand elle est arrivée, elle a pris certains projets qui étaient enfouis dans les tiroirs, elle les a juste réactivés. On a quelques semaines, quelques mois, on voit un grand aéroport, le plus grand aéroport du pays. L'aéroport de Kolwezi, l'aérogare, on doit parler, c'est de l'aérogare. On n'a jamais eu ça au Congo.
Et en dehors de ça, je vous dis, j'ai vu tout un quartier financier, j'ai vu une villa pour le chef de l'État, il n'y en a jamais eu à l'intérieur du pays. Voilà, voilà. Donc, entre autres, j'ai vu les bâtiments de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui n'a rien à voir. Au nom de la continuité de l'État. C'est comme ça que je dis qu'à un certain moment, cette province, c'est une leçon donnée au Congo. Et c'est pour ça que j'ai dit que vraiment, pour moi, les Lualaba, c'est l'avenir du Congo. Et en dehors de ça, on ne parle pas seulement de la capitale Kolwezi. Quand vous prenez la route, vous allez vers Kassaj, vous allez vers... moi, je suis allé vers... comment dire, je vais même monter jusqu'à Kapanga, pardon. Je suis allé jusqu'à Pandamouila. Et quand vous arrivez à Pandamouila, ça c'est encore génial parce que c'est la première fois que les gens de Pandamouila ont vu l'État. Qu'est-ce que j'attends par l'État? C'est-à-dire le gouvernement central qui vient vers son peuple lui donner ce dont il a besoin, des besoins de base, notamment des écoles et des centres de santé. Pandamouila, madame, j'ai fait 18 heures en voiture depuis Kolwezi pour arriver là-bas. Et dans ces 18 heures, vous allez voir des preuves, en fait, premièrement de la route. C'est la première fois qu'on fait une route entre Kolwezi jusqu'à Pandamouila. C'est la première fois que vous arrivez à Pandamouila, vous voyez des écoles en train d'être construites sur place. Moi, je les ai filmées. Et vous entendez ce que les populations disent là-bas. J'ai été émerveillé moi-même, en fait. J'étais comme un petit prince. J'ai été accueilli comme, en fait, un journaliste. Ils ne voulaient pas me lâcher parce qu'ils avaient tellement envie de parler au reste du Congo. Ils se disaient, et ça m'a touché pour terminer, que c'était pour la première fois qu'ils se sentaient citoyens congolais. Voilà. Et dans le cadre du PDL 145 territoires, qu'est-ce qui a été fait pour la province de Lualaba? Cette province, je crois que M. Litsani est en train même de le dire, c'est qu'il y avait un problème, il y a des problèmes d'accessibilité pour certains points. Ça c'est vrai. Hein. Parfois pour accéder là-bas, il faut passer par le Kassai oriental ou bien du côté sortir un peu, trouver des moyens pour arriver avec les matériaux jusqu'à ce coin-là. Il y a 77 ouvrages, madame, prévus dans le cadre du PDL pour tous les territoires, les 5 territoires du Lualaba. Et actuellement, il y a même une vidéo qui peut circuler. Lesquelles sont déjà terminées? Il y a déjà des écoles dans le Kapanga qui sont déjà terminées. Aujourd'hui, il y a une vidéo, si vous regardez le compte Twitter du BCECO, vous verrez des élèves dans les EP Mupandish. C'est dans le Kapanga, c'est en train d'être fait. Les bâtiments administratifs sont en train d'être construits. Malgré les difficultés, c'est les bâtiments administratifs qui sont en train d'être avancés avec une moyenne pour tous les bâtiments d'auprès de 66%. Donc cela veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits malgré toutes ces difficultés-là. Et pour mieux renchérir et de manière générale, ces écoles, ces infrastructures, c'est dans la totalité de ce qui doit être fait dans la République. Et il y a 1210 écoles qui sont en train d'être construites. En même moment, sur toute la République, 788 centres de santé, au même moment, sur toute la République, et 145 bâtiments administratifs. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment même, ce qui est déjà achevé. Je crois, si l'ensemble de notre population, bien les élites ont suivi Madame le Mineta lorsqu'elle est passée au briefing ainsi que sur l'une de vos chaînes sœurs de radio, elle a dit qu'il y avait déjà un minimum de près de 315 ouvrages déjà achevés. Et c'est là dans un temps record. Parce que la plupart des personnes peuvent dire que le PDL a commencé depuis très longtemps. Mais en réalité, le PDL, la mise en œuvre ne date pas d'une année. En termes d'effectivité sur le terrain. Vous voyez, ça prouve qu'il y a une réussite, une volonté importante qui est mise en œuvre. Et quelque chose de très important. On est ici à Kinshasa, mais les gens ne perçoivent pas l'appropriation, le niveau d'appropriation du programme au niveau des populations locales. Si vous voyez des gens qui partent puiser de l'eau pour pouvoir amener au chantier, c'est déjà un haut niveau d'appropriation du programme. Certains même sont ceux qui nous alertent quand quelque chose est mal fait. Ce sont eux-mêmes. Est-ce que toutes les provinces en bénéficient de manière équilibrée des avantages du PDL 145 territoires? Les écoles sont partout, les centres de santé sont partout et les bâtiments administratifs, c'est partout. Il n'y a aucune province qui est oubliée. Toutes les 26 provinces, excepté peut-être la ville ou du moins les provinces où les travaux sont un peu plus accélérés que d'autres. Bon, comme je voulais vous dire que les travaux, compte tenu de tout le contexte qu'il y a, n'est-ce pas, on va donner un exemple. Les matériaux pour quitter Kinshasa, arriver dans l'Équateur, ça prend des barges.
n'est-ce pas? Il faut que ça arrive sur place avec tout un Équateur sous l'eau. Vous imaginez les difficultés? Mais on arrive quand même. Quand vous prenez dans le coin comme le Grand Kasaï où je parlais, pour dire qu'il y avait des problèmes d'accessibilité, ça fait 2 mois. Donc il peut y avoir des disparités. Malgré les disparités, il y a quelque chose qui se fait sur terre. Anissé Yombouranyama, mais tout ça, c'est pas... Est-ce que tout ça peuvent concourir à la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays, ou sinon un autre président ferait mieux que lui? Oui, un autre président ferait mieux que lui. Madame, je dois ici, notre expert du BSECO, le Bureau central de coordination, parler tout à l'heure des aspects pédagogiques en termes d'informations que nous donnons à travers cette émission. Et je donne ici une information capitale, c'est que la RDC est le pays le moins endetté de l'Afrique, de toute l'Afrique, la RDC. Les chiffres sont là. Deuxième information que je donne ici, en fait en termes d'andragogie, c'est que ce pays a beaucoup de ressources. Si je rappelle ici les sources de financement de l'économie nationale, c'est essentiellement les recettes fiscales, les recettes non fiscales et la parafiscalité. Mais laissez-moi donner le détail que je voudrais. Est-ce que vous savez que grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, aller à la Banque centrale, on ne touche plus au cash, au guichet de la Banque centrale du Congo. Et depuis ce moment-là, regardez la surchauffe sur le marché d'échange, il n'y a plus de problème. Le taux d'échange toujours pas maîtrisé. Et nous tendons lentement mais sûrement vers la dédollarisation. Donc nous sommes bien cotés par des agences internationales. Standard & Poor's, Moody's, ce sont des agences américaines. Ça, ce n'est pas des choses qui viennent de la République démocratique du Congo. Donc, nous n'avons pas de problème ici de financement. Le problème qui se pose, c'est comme si nous sommes... Vous connaissez l'histoire du panier de crabes? Vous savez, madame, dans un panier de crabes, on ne laisse personne monter. On vous ramène vers le bas. C'est le nivellement vers le bas. Donc on veut ramener Félix Antoine Tshisekedi vers le bas, alors qu'il est en train de faire des choses époustouflantes pour le pays. Votons-le massivement, c'est la campagne électorale. Je vais ressasser ça jusqu'à la fin de cette émission. C'est le candidat numéro 20. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et dans le nord de la République démocratique du Congo, M. Steve Mpiana, qu'est-ce qui est fait? C'est sans doute la partie de la République où je pense qu'il faut inviter beaucoup de personnes à aller là-bas pour voir les prouesses qui sont réalisées. Lorsqu'on regarde une province comme le Nord Kivu, et vous allez dans un village comme Moussoukou, c'est un village, Moussoukou, je donne bien la référence pour que chacun peut aller vérifier. Il y a un centre de santé qui a été brûlé par les ADF Nalo, avec des malades dedans. Et aujourd'hui, c'est un vestige, c'est comme un musée, vous pouvez voir, où vous trouvez les lits qui ont été brûlés, toute la toiture, ainsi de suite. Et à côté, vous avez un centre de santé neuf, construit, n'est-ce pas, malgré qu'on était dans une situation d'état de siège et que ça peut crépiter à tout moment. Ça, ce sont des réalités qui sont tangibles. Vous pouvez aller du côté de Beni, dans les Epekitoyo, il y en a plein que vous pouvez trouver là-bas, où les élèves sont en train d'étudier aujourd'hui. Vous pouvez passer à Pakanza, vous allez voir. Et même à Roubaï, là où il y a le coltan, n'est-ce pas? Vous allez trouver des centres de santé et où les gens sont effectivement très contents. Et ça, c'est la réalité des choses. Que vous alliez vers l'Ituri, et juste pour noter un peu l'anecdote, la première école réceptionnée pour tous les PDL, n'est-ce pas? La première école réceptionnée, c'était dans le territoire de Mambasa. Ce sont des réalités que vous pouvez aller voir. Vous y avez été dans le Nord Kivu, M. Lichani Shukrani? Un soir à Beni, l'équipe est dans l'hôtel, ça commence à tirer. Et il m'appelle, moi effectivement j'étais à Goma. Alors, effectivement c'était un peu loin, mais vu que nous avons des mesures de sécurité, on s'est dit non, il faut extraire l'équipe le lendemain rapidement pour qu'elle revienne, parce qu'on était allé faire les Saint-Thomas à Beni, si je peux dire ça comme ça. Alors le lendemain, j'ai demandé à tout le monde de s'apprêter et de rentrer. Ce qui est assez génial avec mes équipes, c'est que ce sont des gens, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, comme j'avais dit, l'aventure. Ils n'ont pas voulu rentrer. Ils ont dit, écoutez, nous allons quand même y aller. Nous avons fait Beni jusqu'à Lubero. Nous sommes rentrés, parce qu'effectivement on ne peut pas aller partout, nous sommes rentrés avec 11 réalisations, dans des écoles et des centres de santé.
Pour moi, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie et je pense que ça a changé ma vision sur le Congo et particulièrement sur la personne du président Félix Tshisekedi. Puisqu'on parle du candidat Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, le bilan du président Félix Tshisekedi, c'est aussi le service national, qui est un service rattaché à la présidence et qui vise notamment la rééducation, la réinsertion des jeunes désœuvrés. Le programme ou le service est basé dans la province de Olomami. Vous y avez été déjà. Là-bas se trouve le centre pilote Laurent Désiré Kabila qui accueille des milliers des Congolais, jeunes comme femmes, comme hommes confondus, qui sortent donc de la délinquance, si on peut le dire ainsi. Et donc là-bas, il y a un centre de formation où l'on apprend le civisme aux jeunes Congolais. Ce centre s'appelle le centre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et vos caméras sont passées aussi par là. Évidemment, c'est la plus belle histoire du Congo pour moi. Parce qu'en fait, cette histoire commence par Mzee Laurent Désiré Kabila et l'agression rwandaise, encore une fois. Le Mzee a essayé de poser à Kanyama Kasese la base du patriotisme national congolais, mais couplé à la fois à un vœu et une volonté de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'il voulait former une nouvelle génération des citoyens congolais. Et il a créé Kanyama Kasese. Vous vous rappelez quand les Rwandais sont allés jusque dans le Congo central couper l'électricité, comment nous avions souffert. Avec les cantines publiques, Mzee nourrissait en fait même Kinshasa. Le problème est qu'après les départs de Mzee, le centre est mort, quasiment le service national, plus personne n'en parlait. Alors dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a essayé de trouver un mécanisme pour réanimer ces centres. Et il a réussi, comme on a dit dans les documentaires, à prendre les citrons les plus amers de la République pour en faire une limonade en réalité. C'est-à-dire des jeunes gens qui terrorisaient Kinshasa, une fois qu'ils étaient arrêtés par la police, au lieu de les envoyer en prison comme on faisait avant ou peut-être initier des opérations comme l'ICOFI qui conduisaient à des dérapages et des morts d'hommes, le président a mis en place, avec l'aide d'un général, le général Kassongo, qui a une histoire fabuleuse où il est à la fois général et fermier, ils ont conçu un système pour récupérer ces jeunes-là, les réformer entre guillemets et de pouvoir leur donner une nouvelle identité et une nouvelle vocation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bâtisseurs de la nation. Et donc pour nous, c'est un film vraiment spécial, c'est aussi une des grandes réussites. Et en dehors de ça, vous imaginez ces jeunes, une fois qu'ils ont terminé Kanyama Kasese, ils ont construit des écoles à Kanyama Kasese, ils ont produit du maïs. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le village natal de Mzee Laurent Désiré Kabila, à Ankoro. Et bien, ils ont construit une école neuve là-bas, en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et imaginez, Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est à Ankoro qu'on va construire une école en la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila sous le règne de Félix Tshisekedi. Encore une fois, pour le symbole, ça veut dire que le Congo en sort très grand avec cette expérience. Et Kanyama Kasese, c'est l'histoire de la renaissance des jeunes Congolais qui n'avaient pas d'issue ou qui pensaient peut-être que leur vie était terminée dans la rue. Et c'est donc grâce à ce programme que vous allez suivre des témoignages poignants des Congolais qui sont fiers de devenir aujourd'hui bâtisseurs, comme disait Choukran Lichani. Je vous laisse suivre ces images, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'attention. Et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la région du Kasaï, le cœur battant du Congo. Aucun coin ne symbolise mieux le Congo que la région du Kasaï. Situé en plein cœur du pays, le Grand Kasaï porte en lui à la fois les marques des décennies de chutes vertigineuses et celles d'une gloire passée. D'une histoire aussi majestueuse que tragique, de ses luttes nobles, ses triomphes et ses moments difficiles, la région fait preuve d'une résilience à l'image même du Congo. Pour le peu que je sais, la plupart des Kasaïens étaient ailleurs, à Kananga, à Loebo. Et suite aux problèmes qu'ils ont eu là-bas, ils ont dû venir
habité cette zone minière. Ce qui fait que quand vous voyez la ville, vous voyez que le plan d'aménagement n'est pas bien fait. Donc les gens se sont débrouillés, ils ont construit eux-mêmes leur ville du mieux qu'ils ont pu. C'est la petite histoire que je sais, mais la grande histoire que j'ai, c'est mon histoire avec la ville de Mbuji-Mayi, parce que moi je suis né à Lubumbashi et je débarque en Mbuji-Mayi en 92 lors du refoulement. Renvoyé du grand séminaire, je me retrouve en Mbuji-Mayi et je viens de Lubumbashi où j'ai grandi. Alors je suis dépaysé, je ne vois rien. À l'entrée de la ville, je suis frappé par les petites maisons que je vois. J'arrive dans la ville. Et il n'y a pas de courant, je vais au grand séminaire, il n'y a pas de courant. Je regarde les tables du grand séminaire, je les compare avec les tables du grand séminaire de Lubumbashi. Je n'en reviens pas. Rien de grand n'avait été fait pour cette ville. L'espace Grand Kasaï, c'est un espace qui a produit beaucoup d'intellectuels. De professeurs, parmi lesquels nous avons les prêtres, nous avons les avocats, nous avons les magistrats. Disons que c'est un peuple qui s'apparente au peuple juif. Il y a beaucoup plus de potentialités. Alors je crois moi savoir que c'est sur base de toutes ces potentialités-là que, disons, les compétences innées du peuple Muluba lui ont attiré vraiment une certaine antipathie au regard de certains régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors pourquoi on appelle ça Grand Kasaï? C'est justement parce que c'est l'espace dans lequel est parlée l'une de langues nationales qui est la langue Chiluba. À l'image du Congo, la terre de Mulopwe Kalonji, celle de Patrice Emery Lumumba, ou encore des débuts militaires du maréchal Mobutu, n'a certes pas échappé à l'abandon depuis des décennies. Musoko musoko munene kajimbantu mbafu mubukalenga bu kacha na mutukadi twenda tufinga no musoko voit bintu. Disons que un peuple qui a été mis aux oubliettes, au rencard, dont on ne se souciait pas par certains régimes. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le malheur de ces peuples est venu du courage, de l'intrépidité vraiment de ces leaders qu'il a connus aussi, en commençant par Mulopwe, les Lumumba, Mpandangela et Etienne Tshisekedi. Le Sphinx de l'imité, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. Etienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. On l'avait surnommé Monsieur Non. S'il lui dit non, il ne tergiverse pas. Un intransigeant. Alors on a estimé que cela rentre dans l'ADN de tout Kasaïen. Ici comme partout, les moins de 20 ans n'ont plus vu l'État central à l'œuvre, ni école, ni centre de santé, dans ces villages bien souvent vidés, victimes d'un exode rural qui va même créer des stigmatisations à Kinshasa et un peu partout dans les grandes villes congolaises. Depuis 2011. Je l'ai eu soyez vous mis son souk comme je ne dois pas être l'autre tundundu il faut tu bois le mobile nina bitochi kuvunja le miko tu fais tout le monde dit baga envolato ndundu mu fumi sonso mabwa bikuko tomba mu lubi ndundu ba kufonashi 6 fois 5 fois mais qu'elle a eu tout le monde qui ba ko do ba kulongolesh. Les Wewa deviendront à la fois un phénomène mais également objet de moquerie du peuple du Kasaï, dont la grande partie de la jeunesse n'aura eu de choix que de rejoindre les grandes capitales.
Néanmoins, depuis 2019, en tout cas à les entendre, un vent nouveau souffle sur le Kasaï. Ba président ba jiba sungul ka ba ibo akutwele na mejito havo chilombo hambi ni meme ndingenda njula. La terre des Bakwanga vibre à nouveau, secouée par le béton qui a déclenché un séisme, une course vertigineuse vers la restauration. L'espace Grand Kasaï est en pleine naissance. Parce que la province, le Grand Kasaï n'a pas été construit juste pour cette petite ville de Luluabour, Kananga Luluabour, Malandiouanching. Ça a été construit parce que ça a été la capitale. L'homme blanc a construit parce que ça a été la capitale. Quand on a quitté Vivi vers Luluabour, on retourne à Kinshasa. Mais à part ça, c'est la naissance de l'espace Grand Kasaï. Quand j'ai grandi, il y avait des choses qui n'étaient pas là quand j'étais encore toute petite. Comme là, on voit qu'on est en train de réaménager les routes. Nous avons grandi dans une ville où les routes n'étaient pas trop accessibles. Ce qui fait que tu pouvais être sur la moto comme ça quand tu es en pleine route. Donc c'est des montées, des descentes, donc ce n'était pas intéressant. Mais on a vu qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. On réaménage les routes et c'est intéressant. Ça me lance un message de développement. En voyant ça, je comprends qu'il y a un élan de développement et il y a cette volonté-là de faire changer les choses, ce qui n'était pas avant. On voit, à part les routes qui sont en train d'être réaménagées, on construit aussi des hôpitaux, des écoles. C'est vraiment quelque chose de bien, de louable. J'ai connu cette ville il y a 30 ans. Elle s'est débrouillée, les habitants s'est débrouillés tout seuls, mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement s'implique et il y a des choses qui se font et qui montrent, c'est pas encore parfait, mais qui montrent qu'il y a de l'espoir. Je voudrais parler de la bonne volonté. C'est-à-dire ce qui frappe le plus, c'est la bonne volonté, la volonté de faire. Il y a des écoles qui sont construites, il y a les hôpitaux, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital de Kansele, l'aéroport qui est en pleine reconstruction, même pas, pardon, seulement en pleine construction parce qu'on n'avait même pas d'aéroport digne de ce nom. Alors tout cela, Mbujimai est en chantier. Et c'est ça qui fait notre joie, voir que par-ci, par-là, ici, la route est aménagée, ici on fait ceci, on fait cela. Projet du Congo Mujim. Que tu m'as calé à ma quoi, bon, moi, abeu. Ah, ma kota, vous quoi, il y a le monde. Uju wenze Congo mujimeo makutende ya miracle lanye malo fokapeni tinto atetweze diski tuke manel ba chauffeur neto kwa waboto. D'un coin abandonné, invivable, que des jeunes gens auraient fui pour envahir les rues de Kinshasa sur leurs motos, Mbujimai et Kananga, comme le reste de la région du Kasaï, se font fabriquer une nouvelle robe qui n'est certes pas encore terminée, mais dont les courbes et les lignes fines de soie laisse entrevoir un avenir inéluctablement radieux, ressuscitant l'espoir d'un peuple résilient. Nous saluons de tout cœur la décision et la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a fait un grand cadeau à la province du Kasaï central en dotant cette province d'une université moderne. Une révolution est donc entamée, une course contre la montre. Un peu partout, le sourire revient, mais surtout l'espoir de voir le cœur du Congo battre à nouveau et jouer ainsi son rôle de locomotion du grand léopard congolais qui a longtemps sommeillé. Félix Tshisekedi, grand artisan de ce réveil, a posé ici les bases d'un changement qui ne demande que l'avenir pour se réaliser. Bilembo reviendra sans doute en 2024 pour parachever le constat de transformation inéluctable de ce Congo profond qui témoigne de lui-même.
Le Haut-le-Mami est aussi une province démembrée de la province du Katanga, l'ex-Grand Katanga, l'une des provinces démembrées. Je vois là le communicateur de la patrie. Alors, ce que je dois dire au sujet des bâtisseurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, j'ai effectué un voyage avec le ministre des Finances et le ministre d'État, ministre du Budget. Nous étions à Kanyamaka CC et nous avons visité, disons, les camps, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'ils ont aussi une formation paramilitaire. Au-delà de la menuiserie, la charpenterie et tout le reste, j'étais impressionné par la qualité des travaux. Je dirais même que mon cœur commençait à battre la chamade, parce que c'est des jeunes vraiment efficaces sur les terrains. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont coordonnés par un général-major. Je salue, disons, le courage et la détermination du général-major Kabouik, Jean-Pierre, mais c'est un homme déterminé. Ce que j'ai vu là-bas est exceptionnel. J'ai vu des tonnes et des tonnes de maïs. Voilà pourquoi la construction, la réhabilitation des infrastructures des transports s'avère indispensable. La République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut. Dieu nous a presque tout donné. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui appellent la RDC un pays scandaleusement riche. Ce n'est pas un scandale pour nous, scandale pour les autres. Mais nous, c'est une bénédiction de Dieu. À ce point de vue, vous avez compris que l'agriculture est déjà en marche. Parce que des tonnes et des tonnes qu'on a vues là-bas, c'est l'évacuation qui posait problème. Mais le travail est fait. Mais par là, il faudra rendre hommage à M. Laurent Désiré Kabila qui a initié. Non, je rends hommage aujourd'hui à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai que l'initiative avait commencé avec Félix Tshisekedi. Est-ce que vous savez que la plupart des Congolais ne savent pas que le service national est en marche aujourd'hui, effectivement en marche? Nombreux ne savent pas. Mais il n'y a pas de peuple sans histoire. Sont plus qu'éloquentes. Mais il n'y a pas de peuple sans histoire, il y a un début. Oui, je ne remets pas en cause le début. Travail fait par M. Laurent Désiré Kabila parce que c'est la continuité de l'État. Mais le président Tshisekedi est tenté de le faire mieux. Il y a tellement de choses qui sont faites que parfois même l'information pose problème. Parce qu'à un moment donné, trop d'informations tue l'information. Le service national, les Congolais peuvent voir. Ici, il n'y a pas d'image fabriquée. C'est la réalité sur le terrain. Madame, laissez-moi passer à autre chose maintenant. Parce que je fais toujours un lien entre l'économie, la politique et tout ce que nous venons de voir là. Le président Tshisekedi, pour moi, j'ai fait des déclarations comme ça, il est un président inoxydable. Donc il est inaltérable. Est-ce que vous savez qu'on le sous-estimait au début? On croyait qu'il était... Il donne l'impression d'être distrait. Il n'est pas distrait. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Vouloir, c'est pouvoir. Est-ce que vous savez qu'on doutait dans ce pays que les Jeux de la francophonie s'organiseraient, pouvaient avoir lieu? Les Jeux de la francophonie ont eu lieu. Ceux qui doutaient ont vu les Jeux être organisés. Les gens doutaient que le président Tshisekedi pouvait recevoir, le pape pouvait se déplacer, arriver ici. Il est venu, nous l'avons accueilli, avec succès. Est-ce que vous savez que nombreux doutaient que les élections de 2023 allaient avoir lieu? Elles auront lieu le 20 décembre. Dans quelles conditions? La question est bonne. Sans une partie de la République. Nous avons eu des élections en 2006, en 2011, en 2018. Mais laissez-moi vous dire que les élections de 2023 seront les plus crédibles, les plus transparentes, les plus démocratiques, sans et tout ce que vous voulez. Madame, les Congolais, nous sommes compliqués. On vous présente un papier blanc, mais il suffit qu'il y ait une petite tache noire. Vous oubliez tout le reste. Vous regardez la tache noire. Ça c'est un défaut. Il faut regarder le bonheur qu'il y a. Rutshuru est dans la carte de la RDC et donc la population doit aussi bénéficier du même traitement. Je vais répondre à cette question. C'est le même traitement partout. Ce qui se passe au Congo n'est pas une guerre de rébellion, c'est une agression rwandaise. Et le président dénonce jour et nuit que Paul Kagame, les militaires rwandais, il ne s'agit pas du M23 que nous avons dans l'Est de la République, mais c'est plutôt le Rwanda déguisé. Ça, c'est des informations que tout le monde a aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, le Rwanda est venu ici, chez nous, entre guillemets, pour chasser les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Mais le Rwanda est devenu subitement, de façon magique, le premier exportateur du coltan, par exemple. C'est quoi? C'est Méphistophélix, ça. Donc, les richesses du Rwanda sont des richesses du sang. Le développement du Rwanda, je le déclare ici, c'est un développement du sang. Le coltan du Rwanda, c'est le coltan du sang. Alors, je passe à ce que je voulais dire ici. On va réélire Félix Tshisekedi. Pourquoi? C'est la question principale, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en campagne.
les réformes. Il y a tellement de réformes que nous ne savons pas les compter. Je rentre dans le domaine financier parce qu'il faut des moyens pour que la République démocratique du Congo soit effectivement florissante. La plus grande réforme, une autre qui entre en vigueur, parce que j'ai parlé de l'impôt des personnes physiques, maintenant, c'est la facture électronique normalisée pour la TVA. Les Congolais ne savent pas. Vous allez dans un magasin, vous achetez des trucs, c'est lui qui reçoit l'argent, le commerçant, c'est lui qui sait combien il va reverser dans la caisse de l'État. Mais ce n'est pas normal. Il a trouvé la réforme, mais il veut donner du tonus. Il veut donner de l'oxygène au pays. Est-ce qu'il y a toutes les infrastructures qu'il faut? Oui, tout ça. Mais la facture électronique normalisée, c'est ça justement qui va gérer de façon électronique désormais. Ça veut dire que le ministre des Finances, le président de la République, aujourd'hui verra que Rachel vient d'acheter tel truc dans tel magasin, il y a autant d'argent qui entre dans la caisse de l'État. C'est ça l'avantage de la digitalisation. Donc la TVA aujourd'hui va nous permettre de maximiser les recettes du trésor public. On ne s'arrête pas là. La volonté qu'il y a aujourd'hui dans les régies financières, toutes les trois, vous irez à la DGDA, il y a Sidonia, vous allez à la DGI, il y a Isis Régis, vous allez à la DGRAD, il y a une autre réforme là-bas pour capter les recettes de l'État. Madame, nous n'avons plus de problèmes. Je rentre dans l'agriculture, parce qu'on parle de Kanyamaka CC. Moi, j'ai fait les latins philo. Il y a une maxime qui dit « Primum manducare de inde philosophari » manger d'abord, et après on philosophe. Donc aujourd'hui, nous résolvons les plus grands problèmes. Et tous les pays qui se sont développés au monde, informe-toi, ils ont commencé par l'agriculture. Parce qu'il est produit à Kanyamaka CC. Non, pas seulement à Kanyamaka CC. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Là, ce n'est qu'une occurrence. Mais à travers toute l'étendue de la République, l'agriculture va devenir une révolution. Il y aura des sociétés agraires ici dans ce pays. La révolution agricole, elle est effective parce que ce ne sera plus l'agriculture de subsistance. Non, c'est l'agriculture qui permettra aux Congolais de résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire, de un. De deux, nous serons capables d'exporter. Rappelez-vous dernièrement, les ministres de l'économie, beaucoup de ministres sont allés en Zambie, je crois, pour négocier les contingentements, c'est-à-dire le quota, en termes de combien on peut importer comme maïs de la Tanzanie. Mais c'est ridicule. Demain, ce ne sera plus ça. Si on parle de contingentement demain, donc c'est nous qui imposons les contingentements en termes de ce que nous devons exporter. Ça veut dire que le président Tshisekedi va sévrer la RDC des importations de produits alimentaires. À partir de 2024, 2025, on ira. Si en 2 ans et demi, il a fait ce qu'il a fait, mais lui accorder 5 ans, je pense que nous irons au-delà. Des choses énormes seront faites. Merci beaucoup. Alors, Litani Choukrani, des témoignages poignants, des histoires fantastiques que vous nous avez ramenées, ça c'est... Il n'y a pas à redire là-dessus, sur l'importance de ce changement ou de réinsérer ses compatriotes dans la société, les rééduquer. Mais au-delà de ça, quelle est l'autre leçon que vous tirez, puisque vous avez été sur place, vous qui nous ramenez ces images de tout ce qu'on a vu de Kanyamaka CC? C'est possible en fait, tout est possible. C'est ça la leçon que je tire, c'est-à-dire quand on se met à travailler réellement. Parce que notre problème aussi en tant que Congolais a souvent été celui du travail. Nous avons beaucoup dénoncé. Vous savez, si le général se pointe aujourd'hui en train d'expliquer ce qu'il fait, il y aura quasiment, j'ai mis ma main à couper, qu'il y aura 80% voire plus de la population qui vont chercher des choses à remettre en cause. Plutôt que de voir les côtés, la moitié remplie du verre. C'est ça notre attitude. Et c'est peut-être ça aussi que nous essayons, et c'est peut-être la position que j'ai choisie depuis un moment, d'arrêter tout le temps de voir un verre vide, de comprendre d'abord qu'est-ce qui est fait. Et à Kanyamaka CC, j'ai vu le courage. J'ai vu des jeunes construire une maison en 45 jours. Et c'est la maison qu'ils ont construite pour le chef de l'État. 45 jours, madame. Si vous allez là-bas, vous regardez cette maison, vous êtes à l'intérieur. À Kanyamaka CC, vous avez l'impression que vous êtes dans la capitale. J'ai vu un général qui n'est pas parachuté. Il était fermier à l'époque. Depuis des années, il a l'une des plus grandes fermes, l'un des plus grands fermiers dans les Katanga, que le chef de l'État a réorienté vers un secteur qui lui est propre. Et voilà, il a des résultats. J'ai vu aussi le fait que nous avons du chemin à faire. Et là, on ne va pas se cacher. C'était une belle expérience qui a marché, mais il faut qu'on ait
une logique derrière, des moyens pour qu'on arrive à donner un peu plus. Et ça me donne fond au futur. Et je pense que si nous maintenons les rythmes que nous avons aujourd'hui, nous pouvons arriver à des grands résultats. Mais le seul problème, c'est qu'il faut qu'on travaille, madame. Il faut qu'on travaille. Parce que mon confrère l'a dit tout à l'heure, vous êtes à Kanyamaka, c'est ce qui produira bientôt 15 000 tonnes de maïs. Mais vous n'avez pas la capacité de sortir ça. Moi, j'ai fait 8 heures entre Mojima et KCC. Et ce n'est pas plus de 300 km, madame. À Johannesburg, je ferai ça en 3 heures. Vous voyez. Et donc, il y a vraiment un véritable problème derrière. Et c'est pour cela que j'aime vraiment le PDL 145, c'est ma maison aujourd'hui, c'est que dans la façon même de penser ces programmes, nous avons des solutions qui arrivent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons peut-être une phase qui n'est pas visible, et ça, c'est ma compréhension, la phase des constructions des centres de santé, la phase des constructions des écoles, c'est une phase très difficile parce qu'elle est ingrate. Elle est vraiment ingrate vis-à-vis de l'opinion nationale. C'est-à-dire, celui qui est à Kinshasa ne va pas comprendre qu'on a construit des écoles là-bas. Et les chefs de l'État, qu'on a accusé parfois d'être populistes et de chercher de faire des raisons de campagne, il aurait pu choisir un autre moyen, c'est-à-dire le route. Puisque ça pouvait lui donner une vision, en fait, une reconnaissance nationale. Mais il a choisi les écoles parce que les écoles concernent directement les gens les éloignés. Et dans la deuxième phase, M. Steve va peut-être mieux vous expliquer, ça sera les routes. Et les routes vont reconnecter cette fois-là ces écoles et notamment proposer des solutions à des initiatives comme Kanyamaka CC. Et moi, je pense que ça permettra au pays de changer des paradigmes, ne serait-ce que pour commencer un mouvement. On a commencé depuis 2006 à parler des 5 chantiers, on a parlé de la révolution de la modernité, mais on a comme l'impression que chaque fois qu'on a évoqué un projet, notre situation s'est empirée en fait. Mais pour la première fois, sincèrement, je vous le dis, je viens du Congo profond. J'ai été voir le Congolais, maman. Il vous parle. Je parlais des Pandamouila, je parlais des Chibila, mais j'ai vu des villages. J'ai été notamment au nord au Bangui, avec des projets toujours de 145 territoires, jusqu'à Yakoma. Yakoma, c'est 9 communes. Et en 9 communes, depuis 1960, madame, ils n'ont jamais eu une école construite en briques. Yakoma, c'est 200 km de Gbadolite. Nous faisons 14 heures pour faire Yakoma-Gbadolite. 200 km, s'il vous plaît, madame. Et imaginez que depuis que les chefs de l'État sont là, ils ont gommé la moitié de cette route, c'est-à-dire Yakoma-Kotakoli. Ces tronçons ont été remblayés. Mais dans les prévisions de 147 territoires, on va faire une route là-bas. Et donc, tout ce que j'ai vu, notamment à KCC, notamment un peu partout, me redonne froid au Congo. Et j'ai vraiment adopté, j'ai vraiment adoubé l'approche du président Félix Tshisekedi parce que j'en ai vu des preuves. Monsieur Piana, Steve, on va terminer cette émission. Peut-être je vous donnerai la parole. Oui, monsieur Anissé, vous avez un mot à ajouter? Parce qu'il y a des effets d'entraînement. Exact. Tout ce dont nous parlons, l'agriculture, les routes, les écoles, tout ce qu'il y a, là, nous sommes vraiment dans le boom économique. Peut-être que moi j'ai maintenant un raisonnement économique. Ça veut dire que tous ces Congolais seront en train de travailler et tous doivent contribuer, disons, à l'émergence du pays. Donc ils vont payer l'impôt. Je voudrais rappeler ici à tous les Congolais qu'il n'y a aucun pays du monde qui s'est développé sans impôt. L'impôt, c'est la clé en fait du développement. L'impôt, en fait, sert à financer les dépenses publiques. Les gens ne savent pas. Quand nous nous plaignons du matin au soir l'argent du contribuable, les contribuables, c'est nous, ce n'est pas les autres. Je vais mettre un accent particulier sur quelque chose très rapidement. À plus de 70%, je réfléchis en haute voix, est-ce que vous savez que la DGI est renflouée par des expatriés? La direction des grandes entreprises. Ce n'est pas des Congolais. Les miniers, ce n'est pas des Congolais. Les pétroliers, ce n'est pas des Congolais. Donc ce sont des étrangers qui payent l'impôt. L'impôt, en réalité, c'est des versements obligatoires effectués par des individus ou des entreprises sans contrepartie immédiate au profit de la puissance publique. C'est l'État ou les collectivités locales. Mais nous faisons le contraire. Nous avons quel raisonnement, les Congolais? Quand on se réveille le matin, on regarde, ah, j'ai un frère ministre là-bas. Nous nous battons pour avoir un numéro matricule. En lieu et place de créer le business, l'entrepreneuriat. C'est ça qui va nous aider à nous développer. Nous n'allons pas décoller si nous n'investissons pas dans les startups, donc dans des petites et moyennes entreprises. L'idée du président de la République
de réfléchir en termes d'investissement dans l'agriculture, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les routes, mais c'est une solution magique pour que les Congolais qui y travaillent et ceux qui vont entreprendre veut dire quoi? Les camions qui passent par là, c'est des Congolais qui ont des entreprises, qui vont commencer à payer l'impôt et le boom économique va commencer par là. Et ce n'est pas l'État qui donne des emplois, comme je l'ai dit, je rappelle, les emplois sont créés par le secteur privé. C'est pourquoi nous parlons des PPP, partenariat public-privé. Merci beaucoup, M. Steve Mpiana. Tout projet est délimité dans le temps. Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler ici à combien est chiffré le financement du projet de développement de 145 territoires et qui finance ce projet? D'où sortira l'argent du financement du programme des 145 territoires? Merci madame. Je crois que lorsque le PEDEL a été adopté en Conseil des ministres en 2021, le programme était formulé, chiffré à 1,6 milliard de dollars et c'est un budget indicatif. C'est un budget indicatif pour ceux qui sont gestionnaires de projets, savent que le budget peut évoluer, n'est-ce pas, avec l'exécution et avec certains risques sur terrain peuvent amener à ce que le budget puisse changer. Juste pour vous donner un exemple, sur les routes de desserte agricole. Selon le programme, il est prévu de réhabiliter à peu près 38 000 km, n'est-ce pas, de routes de desserte agricole. Et dans ces routes de desserte agricole, il y avait à peu près 30 000 à entretenir et 8 000, n'est-ce pas, à réhabiliter. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque les études ont été faites, parce que l'État congolais, tout à l'heure vous parlez du financement, c'est l'État congolais qui finance. Les études ont été financées par l'État congolais et ils ont démontré que les routes n'étaient pas à entretenir, mais les routes étaient à réhabiliter complètement. Et vous vous rendez compte que directement, le budget d'entretien et le budget, n'est-ce pas, de réhabilitation, c'est deux choses différentes. Donc le coût, n'est-ce pas, sera revu à la hausse en fonction même des prestataires qui vont présenter leurs offres. Mais j'aimerais aussi donner une information importante parce que les gens ont parlé des droits de tirage spéciaux pour dire que les droits de tirage spéciaux, c'est l'argent du FMI. Non, ce n'est pas l'argent du FMI, ce sont des fonds propres, n'est-ce pas, du gouvernement, n'est-ce pas, auxquels le pays a eu droit en tant que membre, n'est-ce pas, du Fonds monétaire international. Donc, le PEDEL, la phase des écoles, des centres de santé, ainsi que les bâtiments administratifs, sont financés avec ces fonds qui ont été mis à disposition du pays et que le pays a utilisé, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre le PEDEL. Mais pour renchérir, peut-être on parle aujourd'hui beaucoup du PEDEL, mais il y a beaucoup d'autres interventions du gouvernement dans plusieurs secteurs. N'est-ce pas? Dans le secteur routier, tout à l'heure, Litsani l'a dit, ce n'est pas seulement dans le Kasaï, même dans le Maïndombe, quand on parle, on pouvait parler que dans le Maïndombe, il ne se fait rien. Mais regardez, il y a des interventions du BSECO, n'est-ce pas, avec les fonds publics qui sont en train d'être faits. On va lancer, un programme a été lancé, les offres ont été réceptionnées, c'est la construction des centres de santé communautaires. Construction et équipement des centres de santé communautaires dans tous les territoires de la RDC. C'est financé par quoi? Par des fonds publics, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui sont faites, n'est-ce pas, avec les fonds publics en termes d'intervention, que ce soit au Kasaï, que ce soit sur toute la République. Alors, pour les prochaines phases, il y a une explication importante ici qu'il faut donner. Les bassins de production dans nos villages ont du mal à évacuer leurs produits. Voilà pourquoi est-ce que les routes de dessertes agricoles seront faites. Mais quand les routes quittent, n'est-ce pas, les routes de dessertes agricoles quittent les centres de production, les bassins de production, il est prévu la construction des marchés communautaires avec des espaces à vivre qui peuvent conserver pour permettre à ce que des gens viennent acheter directement à ces marchés communautaires. Et c'est ce que le PEDEL prévoit. Et vous comprenez donc qu'il y a un écosystème économique qui va se créer de nos villages avec les enfants qui vont étudier, qui iront dans des centres de santé, mais également où les productions vivrières qui seront faites pourront être ramenées parce que les villages, les ménages seront structurés, ils seront équipés et seront fournis en intrants. Et tout ça, c'est prévu dans le cadre. Merci beaucoup et je pense que vous avez fini votre mot de la fin en même temps puisque je donnerai la parole et je ne reviendrai plus vers vous. En tout cas, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Au nom de notre directeur général Jean-Mabi Moulumba,
pour son leadership sur nous, qui nous a amené à travailler jour et nuit afin que nous puissions avoir des résultats aujourd'hui qui sont probants et qui sont visibles. Et je crois que le BCECO est résolument engagé en tant qu'institution publique à pouvoir accompagner le gouvernement, n'est-ce pas, accompagner le président de la République dans sa vision de matérialiser un Congo fort, un Congo plus uni, un Congo prospère. Alors, Anissé Yombo-Raniama, on va terminer aussi. Une dernière question pour vous. Communicateur de la patrie, vous battez désormais campagne pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ce sont là les raisons qui vont faire que les Congolais puissent élire votre candidat Madame, le 20 décembre. C'est peut-être parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Rappelez-vous que j'ai animé une conférence de presse. Et il y avait plein de journalistes au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. J'ai évoqué là-bas 20 raisons pour lesquelles Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un second mandat. 20 raisons. Je n'ai pas le temps de les dire ici, malheureusement, sinon je vais... Vous reviendrez certainement au deuxième numéro de Plateau Bilembo. Oui, tout ce que je dois dire ici, c'est que vous voyez en moi la démangeaison de dire beaucoup de choses. La démangeaison de parler. Mais nous n'avons pas assez de temps ici. Je crois que la campagne est longue, nous aurons des émissions pour expliquer davantage ce que le président Tshisekedi a fait. Mais regardez de manière transversale le pays en termes de domaines. Il y a des éclaircies partout, des grandes éclaircies. Quand je parle d'éclaircies, c'est toutes les réalisations du président. Dans tous les secteurs, il a tenté de faire quelque chose. En 2 ans et demi, ça c'est mon approche à moi, il n'a pas géré pendant 5 ans. En 2 ans et demi, il a fait énormément de choses. Il faut saluer cela. Soyons reconnaissants. Ne soyons pas tous méchants. N'ayons pas ce comportement rétrograde qui veut toujours que le pays recule. Le président Tshisekedi a été structurel. Le mot est bien choisi. Structurel, ça veut dire quoi? Tout ce que nous venons d'évoquer ici, ce n'est pas des choses qui passent, non. Les écoles vont rester. Les routes vont rester. Les hôpitaux, tout ce qu'il est en train de faire, c'est structurel. C'est des choses durables qui vont prendre du temps. Moi, je pense que la seule chose qui nous manque aujourd'hui dans notre pays, parce qu'on dit le Congo est malade, il souffre de quoi? Il souffre de l'homme. C'est l'homme congolais qu'il faut changer en termes de mentalité, en termes de comportement sur le terrain. Moi, je n'accepte pas Félix Tshisekedi pour des raisons. Je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas tshisekediste. Mais je veux peut-être forger un concept. Je suis tshisekologue. Tshisekologue, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte la vision sur base des actions qui sont posées sur le terrain. Et donc, à part moi, vous trouverez beaucoup d'autres tshisekologues sur le terrain. Je ne suis pas Moulouba, mais j'accepte Félix. Et l'impact du début de sa campagne, l'atmosphère, vous avez l'impression que belle entame de la campagne électorale? Regardez seulement ce qui s'est passé au stade des martyrs. La mobilisation, chaque fois qu'on veut aller au stade des martyrs, c'est 1 mois, 2 semaines avant que l'on sensibilise. Ce n'était pas le cas, parce que là c'est une question politique que vous me posez, et je vais vous donner une réponse politique. Mais on a annoncé le stade après le discours du président devant le Congrès, les 2 chambres. C'était quel jour, vous vous rappelez? Le même jour, la même semaine. Ce que je salue en Tshisekedi, c'est quoi? C'est la capacité de mobilisation sans corruption. Vous connaissez, vous connaissez Kabouya de l'UDPS. Ce monsieur-là peut convoquer une réunion à 16 h pour que la réunion ait lieu à 18 h. À 18 h, c'est plein. Il ne donne rien à personne. Mais cela ne reflète pas non plus la réalité des urnes. Voici pourquoi je suis scandalisé, intrigué. De l'autre côté, je ne citerai le nom de personne ici, à part Tshisekedi que tout le monde connaît, qui va être réélu. Mais il y a un candidat de l'autre côté. Je ne suis pas en train de lancer l'anathème contre quelqu'un. Mais là-bas, tout c'est l'argent. La mobilisation, c'est l'argent. Partout où il passe, c'est l'argent qui parle. Il n'y a pas de discours. C'est creux. À part, je me demande si le jour du vote, à l'Union Sacrée, il n'y a pas d'argent. Son vous n'avez pas vu circuler sur la toile. Vous n'avez pas vu circuler sur la toile une vidéo où l'on donnait à chacun 5 000 ou 3 000. C'est l'argent. C'est l'Union Sacrée aussi. Non, pas l'Union Sacrée. C'est un parti. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Non, ici on n'a pas donné l'argent. Ça, c'est le montage. C'est des vidéos qui datent de 2018. Vous en êtes sûr? Ce n'est pas des images d'aujourd'hui, oui. Madame, vous pouvez croire. Mais de l'autre côté, on a donné l'argent et on continue à donner l'argent. Face à Tshisekedi, je vois un vide. Face à Tshisekedi, c'est la nonchalance politique. Il n'y a rien qui passe. Notre réélection peut être prise pour argent comptant.
la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a rien à faire. C'est la majorité absolue que nous allons... Vous verrez, il va battre tous ses opposants à plate couture. Parce qu'il a un bilan. Regardez là, je suis gêné parce que j'ai tellement de choses à dire. 20 raisons pour lesquelles on doit les relire, mais je n'ai pas de temps. Donc nous avons un bilan à défendre. Au prochain numéro du plateau Bilembo, Lichani Choukran, on va terminer avec vous, coordonnateur de Fachi Bilembo. Ce soir, nous avons donc diffusé pour le compte de ce premier numéro du plateau Bilembo les vidéos tournées dans 3 provinces, on va dire. Vous en avez fait combien? 12 des tonnes. On a fait 12 provinces. Il en reste combien? Là, on a jusqu'à 25 films qu'on a réalisés avec des petites capsules qui vont atteindre la centaine. Et donc, ceux qui nous suivent depuis 2 mois sont en ligne avec toutes les vidéos. Ils suivent un peu notre couverture nationale. Comme j'avais dit tout à l'heure et comme disait un grand homme africain, aussi longtemps que les lions ne raconteront pas leurs propres histoires, les histoires de chasse glorifieront toujours les chasseurs. Et donc, c'était notre pari. Nous avons raconté l'histoire de notre lion. Et nous espérons que ça va contribuer à changer la façon dont les gens voient cette nation, voient ces pays. Et je pense qu'au-delà même des élections, cette démarche va continuer toujours parce que la vérité périt en fait quand on n'apporte pas de la lumière. Madame, sans vous ravir la parole, au vu de ce qu'on a regardé ici, même les indécis ont trouvé leur candidat. C'est le numéro 20. Ils doivent voter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une question aussi personnelle, monsieur Lichani Choukran, si vous me permettez. Vous êtes journaliste, plusieurs vous connaissent et connaissent votre plume. De journalisme à celui qui réalise Bilembo, ça veut dire que vous revêtez la casquette politique, vous accompagnez un candidat. Pourquoi Félix Tshisekedi? D'abord, on va commencer par le journalisme et politique. D'abord, avant de faire ça, j'ai annoncé à tout le monde que je ne prestais plus dans le journalisme. Ça va faire plus d'1 an. Parce que Dieu étant merveilleux dans ses mystères, il m'a fait avec plusieurs casquettes. Vous parlez des journalismes, mais je sais développer des sites web. Je suis développeur senior, s'il vous plaît, en PHP et MySQL. Je sais faire du design, je sais notamment programmer des applications mobiles. Et du coup, le jour où j'ai développé une application mobile pour le président, on va dire que c'est un engagement politique. Donc, je pense que je suis un professionnel de la communication. Au départ, c'est un contrat personnel, c'est-à-dire pour ma société, mais c'est que j'ai dit, il y a une transformation quand même. C'est-à-dire, quand vous allez au Congo profond, je mets quiconque à défi. Je mets quiconque vraiment en défi d'aller dans le Congo profond et de revenir comme il était parti. C'est comme disait un chanteur, il disait « Nul ne peut passer par la croix et rester le même ». Je pense que quand vous arrivez dans un coin où les gens n'ont pas vu une ampoule de 100 watts depuis qu'ils sont nés et que ces gens-là, en 6 mois, voient des panneaux solaires déployés dans une école, je pense que ça va changer tout le monde. Et ce n'est pas forcément un engagement politique. C'est surtout la volonté de dire à tous que nous suivons quand même une direction qui mérite d'être explorée. C'est essentiellement de ça. Pour ce qui est du reste, il y aura toujours des polémiques, il y aura toujours des critiques, mais on va continuer. Et vous êtes à la tête d'une très grande équipe qui vous accompagne dans cette aventure de Fachi Bilembo, une équipe à qui je dis grand merci pour la réalisation côté technique de cette émission. Si vous avez aimé les images, il faut dire merci à ces hommes qui sont derrière les caméras, derrière les machines pour vous transmettre donc ces vidéos. C'est l'équipe conduite par Benjamin Lichani Choukran. Merci à vous et merci à mes invités, en tout cas M. Steve Piana, le coordonnateur du programme 145 territoires au niveau du BSECO,
Bilembo. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du plateau Bilembo, le premier numéro de l'émission qui accompagnera la campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Nous avons également eu Anissé Yomboranyama, qui est un enseignant, journaliste aussi, mais aujourd'hui il se présente sous la casquette de communicateur de la patrie. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation et l'homme autour duquel tourne Fachi Bilembo, Benjamin Lichani Choukran. C'est donc lui le cerveau moteur de ce programme qui accompagne la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté ce premier numéro de Fachi Bilembo et c'est peut-être avec le même plaisir que je vous retrouve, Inch'Allah, pour la deuxième émission, le deuxième numéro de Plateau Bilembo. Merci à nos chaînes partenaires qui diffuseront cette émission à Kinshasa et partout ailleurs. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Bonsoir et à la prochaine.